la technique de l'EMDR, elle a été initialement mise en place fin des années 60, début 70, au départ, par une psychologue américaine qui a testé sur elle. Et elle s'est rendue compte qu'avec un mouvement des yeux bilatéral et alternatif, on pouvait faire une espèce de reprogrammation du corps suite à des traumas. Elle l'a testé sur elle, c'est comme ça qu'elle l'a mis au point. Donc la technique de base, c'est juste avec le mouvement des yeux normalement, à droite et à gauche. Moi, je ne l'utilise pas avec le mouvement des yeux, mais on a la certitude maintenant qu'en faisant un tapping alternatif, donc c'est pour ça qu'en général, je tapote sur les genoux des gens, ou en visio, je demande aux gens de le faire eux-mêmes, je le dirai plus tard. Ça permet de modifier l'information du cerveau, et ça permet au cerveau de rompre un cercle vicieux qui s'est mis en place à la suite d'un trauma. C'est comme si on débranche un système et qu'on va en rebrancher un autre, donc de pouvoir redémarrer sur autre chose. J'utilise le MDR pour ça énormément et aussi pour reconnecter les personnes à leur corps parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et avant d'aller plus loin dans le MDR, on va revenir sur ce qui est un traumatisme. Ok. Alors, un traumatisme, ça peut être quelque chose d'effectivement très lourd et très violent, comme une agression, un accident, mais aussi un deuil qui a pu se passer de façon un petit peu inattendue. Mais ça peut être également une maladie grave, la maladie d'un proche. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus léger à partir du moment où la personne elle le vit comme quelque chose de douloureux pour elle et d'intense. Donc ça peut être un événement du quotidien qui pour n'importe qui serait passé totalement inaperçu, mais à ce moment-là, parce qu'on n'y était pas prêt, parce que plein de raisons autour, ça a été enregistré comme un choc et un trauma. Mais ça peut être aussi, je pense aux sportifs, une chute de cheval qui nous a un peu plus marqué que d'habitude et qui après nous amène des peurs et des crispations. Ça peut être pour la course à pied, une chute dans une descente, ça peut être plein de choses qui font qu'après c'est plus pareil, il n'y a plus cette fluidité, il y a un espèce de cercle vicieux qui se met en place, de comportement négatif. Et donc voilà, un trauma ça peut être tout ça. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, en tout cas aux yeux des gens. Et ça peut également être une suite d'événements qui fait qu'au bout du compte, une espèce de répétition de toujours la même chose, ça prend trop de place dans le quotidien de la personne. C'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, c'est voilà. Et après on met en place des comportements, enfin le corps met en place des comportements qu'avec toute notre volonté on n'arrive pas à changer. Un petit peu quand on a la sensation d'être coincé dans un cercle vicieux et qu'on s'en sort pas. Alors justement, quand c'est quelque chose de gros comme un accident, on sait que c'est un trauma. Quand c'est quelque chose de plus léger, à quoi on peut reconnaître que c'est un traumatisme? Quel comportement notre corps peut créer? Alors le corps il va réagir de deux façons. Soit il va se mettre dans une hypervigilance, donc on va être dans un stress chronique un peu tout le temps, à se demander, c'est comme si le corps il avait peur tout le temps que cette situation va se mettre en place. Alors ça peut être l'hypervigilance tout le temps, on dort moins bien, on mange pas pareil ou alors on mange trop, il y a des comportements alimentaires qui peuvent être modifiés du coup, plus ou moins compulsifs, mais ça peut aussi d'un coup être déclenché par un stimulus externe qu'on n'a pas toujours reconnu. Ça peut être une ambiance, ça peut être une odeur qui peut faire rappeler le truc qu'on ne supporte pas. D'un coup, cette odeur-là, elle nous fait changer de comportement, elle nous crispe. Parce que elle était présente au moment du trauma, en fait, initial. Et c'est ça qui le redéclenche derrière. Des mécanismes de défense. Exactement. Donc ça peut être une hypervigilance comme ça, ou alors ça peut être l'inverse, des comportements qu'on ne se reconnaît pas. C'est vraiment un changement de comportement et ça devient insupportable, mais avec notre volonté, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. T'as un exemple par rapport à ça? Un exemple que je pourrais dire, je peux vous donner l'exemple d'une personne qui un jour a été malade, une jeune fille qui était malade, qui a vomi énormément alors qu'elle était en sortie avec des proches. Et ça l'a vraiment choquée de se retrouver dans cet état.
Et juste derrière, c'était plus possible pour elle de sortir de sa maison. Vraiment, c'était beaucoup trop difficile pour elle de ressortir parce que si jamais elle était à nouveau malade, c'était pas possible. D'accord. Ça peut être, voilà, et ça pourtant, juste être malade et vomir une ou deux fois, c'est pas grave en soi, mais c'est ce qui a déclenché tout ce processus qui l'empêchait de vivre comme une jeune fille de 19 ans qu'elle avait à ce moment-là. Et si par exemple on a des personnes qui vivent des schémas de répétition, que ce soit par exemple souvent se retrouver dans des relations toxiques, au travail par exemple, avoir souvent les mêmes problèmes, on parlait du sport, ça peut être, je sais pas, tout le temps oublier son parcours à cheval, tout le temps faire une barre sur le dernier, en course à pied, bloqué sur un chrono. Est-ce que ça s'apparente si ça devient à force trop lourd à porter, et que quand on démarre notre course ou notre parcours, on se dit de toute façon, moi, je ferai la dernière barre. Donc de toute façon, on va là le cerveau, il va tout faire pour vous donner raison. Donc vous allez faire la dernière barre. Je pense au chrono, si de toute façon, je n'aurai jamais ce chrono. Du coup, forcément, tu vas mettre en place sans t'en rendre compte tout ce qu'il faut pour jamais faire ce chrono. Et là, on peut travailler de cette façon-là aussi pour changer le système. C'est vraiment comme si on pouvait reprogrammer un système qui ne convient plus. Alors, à un moment donné, il a peut-être servi à quelque chose, ce système. Il a été mis en place initialement pour nous protéger, il y a eu une raison, mais juste expliquer au corps et à l'inconscient qu'aujourd'hui, c'est plus valable, c'est ok. On peut en toute sécurité en choisir un autre. Est-ce qu'on est obligé de se souvenir d'un traumatisme, ou est-ce qu'on peut avoir un traumatisme mais sans savoir d'où ça vient? Et si on s'en souvient pas, est-ce que c'est possible que ça soit pris en compte dans le MDR? Oui, alors il arrive parfois qu'on ne se souvienne pas forcément de l'événement initial, de l'événement zéro, si je peux dire. C'est dans ma façon de travailler, c'est complètement ok. Parfois, c'est même une protection de l'inconscient. Pour lui, c'était tellement violent que l'inconscient a préféré vous le faire oublier. Par contre, tous les messages du corps, toutes ces perceptions, elles sont souvent restées là. Elles ne se réexpriment pas forcément tout de suite. C'est pour ça que c'est difficile des fois de trouver l'instant T, parce que quand on vit un choc, il y a tout une période de sidération, il y a tout un moment où on vit dans le déni, plus ou moins, où le corps il arrive à gérer comme s'il ne s'est rien passé. Et puis d'un coup, c'est trop difficile et les comportements changent. Il y a des symptômes qui apparaissent. Ça peut être des douleurs chroniques, ça peut être des comportements qui ne nous ressemblent pas. Ça peut être plein de choses qu'on ne comprend pas, et c'est là-dessus qu'on va travailler. On va essayer de libérer tous ces comportements et en même temps on va travailler sur le trauma. J'ai envie de dire sans s'en rendre compte, mais en tout cas en libérant tout ce qu'il a mis en place et qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Donc ça fonctionne aussi même si on ne connaît pas exactement le point de départ. Tu parles de douleurs chroniques, jusqu'où le corps peut aller pour nous manifester un traumatisme, un mal-être? Il peut aller très loin. Tant que tu n'entends pas, au départ il va donner des petits messages, ça va être plus léger, et puis si on n'en tient pas compte, il va aller encore plus loin, et jusqu'à peut-être des fois être un petit peu plus violent. Mais la douleur chronique, elle a souvent une grosse signification émotionnelle aussi, et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir la libérer. Est-ce que tu as des exemples de douleurs chroniques, si jamais ça parle pas aux personnes qui nous écoutent? Ouais, alors si je reprends la douleur de base, il y a on se blesse, on se tape dessus, ça fait mal. C'est physiologique, c'est normal. Quand c'est très bien pris en charge, quand on a le sentiment d'être bien soigné, qu'on a compris pourquoi on avait mal, qu'on est accompagné, il y a peu de chances que ça passe à la chronicité. Par contre, si au moment du choc, j'ai eu très peur, j'ai pas été bien pris en charge, j'ai eu le sentiment d'être jugée, mes proches m'ont pas accompagnée comme j'aurais aimé, c'est plus long à guérir que je voulais. Enfin, s'il y a tout un tas de choses à ce moment-là, d'émotions négatives, il y a une espèce de dramatisation qui se met en place, des fois, il y a un émotionnel négatif qui se met dessus et c'est des douleurs qui peuvent passer à la chronicité. On ne va pas pouvoir enlever s'il y a un reste de douleur physiologique, ok, mais par contre on va pouvoir atténuer
toute la douleur émotionnelle qu'il y a autour. Parce qu'une douleur chronique, ça isole socialement, ça peut amener à une espèce de dépression aussi. Et ça permet de travailler tout ce côté-là. Et la fatigue aussi. La fatigue chronique, tout ce que ça... Ouais, c'est la fatigue qui amène un syndrome dépressif, etc. Avec le MDR, on peut travailler tout ce côté-là. Et du coup, énormément atténuer la douleur. Il me semble que tu travailles aussi sur les allergies. Est-ce que l'allergie, c'est une forme de rejet Il y a des allergies qui sont mises en place dès la naissance, etc. Donc là, je vais travailler avec une technique un petit peu différente de l'EMDR qui est la technique Bye Bye Allergie. Celle-là, je la fais que en présentiel parce qu'il y a des points d'acupuncture à traiter, etc. qui permet vraiment de reprogrammer le corps à tous les allergènes potentiels. Donc ça libère énormément d'allergies. C'est assez efficace. C'est un petit peu long, mais ça permet vraiment de reprogrammer le corps. Et puis il y a des allergies qu'on peut traiter avec le MDR ou avec l'hypnose simplement parce qu'elles sont suite d'un choc comme ça. Alors je vais vous donner un exemple qui va peut-être être parlant. Vous êtes dans votre cuisine, par exemple, en train de couper des tomates. Il y a aussi un bouquet de fleurs et vous recevez un appel téléphonique et là on vous annonce quelque chose de difficile, peut-être l'accident d'un proche, quelque chose de lourd. L'inconscient va enregistrer tout l'environnement en même temps que le choc. Faire une association. Il va faire une association de les tomates, c'est dangereux pour moi, et les fleurs qui sont là dans la pièce à ce moment-là, je vais en devenir allergique aussi. Et c'est comme ça que ça peut se mettre en place. Un choc peut aussi déclencher des allergies. Du coup, on peut aussi traiter certaines allergies dans certains cas. Est-ce que les phobies peuvent être traitées par le MDR ? Les phobies peuvent être traitées par le MDR et des fois avec d'autres compléments par l'hypnose, ça marche très bien. Une question aussi, parfois un traumatisme par définition c'est quelque chose de compliqué et c'est pas toujours facile d'y accéder. On n'a pas toujours la force d'aller remuer entre guillemets. Est-ce qu'on est obligé d'aller creuser en profondeur lors d'une séance en EMDR ? Non, on n'est pas obligé, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller creuser. On prend la situation, moi je pars toujours de la situation le jour de la séance, de ce qui se passe dans le corps. Et ce qui est important, c'est de se reconnecter à tous nos ressentis physiques et émotionnels au moment de la séance, pour pouvoir ensuite libérer tout ça. Alors peut-être que pendant la séance, il y a des choses qui vont arriver, du trauma initial, des souvenirs qui vont remonter, c'est qu'on est prêt à les libérer, ou peut-être pas. Je travaille aussi beaucoup avec des symboles, avec des métaphores, parce que ça permet de contourner le mental et de libérer plus facilement les choses. Si on est trop factuel, le mental va prendre le dessus et il va bloquer. Si on passe par des métaphores, l'inconscient va s'autoriser à libérer ce qu'il a besoin de libérer. Comment toi, tu peux soutenir les personnes avec les fleurs de Bach, justement ? Alors, pour les fleurs de Bach, il y a une fleur, Star of Bethlehem, qui est la fleur des traumatismes, où on parlait du deuil aussi. Donc ça peut être plein de choses comme on a dit précédemment, un choc émotionnel, la perte de quelqu'un de proche, quelqu'un qui est atteint d'une maladie dans l'entourage. Souvent, c'est accompagné de la fleur l'arche pour la confiance en soi, parce que quand on vit un traumatisme, souvent on perd confiance en soi. De Crab Apple qui est pour se nettoyer un peu de choses négatives. S'il y a des schémas de répétition, il y a aussi une fleur Chestnut Bud qui permet de... En fait, c'est la fleur de l'apprentissage. Quand on est tout le temps dans les mêmes choses, on retombe toujours dans les mêmes erreurs. Ça permet d'apprendre et d'évoluer. De ne pas reproduire, de ne pas retomber dans les mêmes choses. Ouais, donc du coup, ça peut être intéressant d'avoir un soutien après la séance pour pouvoir finir de libérer éventuellement. En fait, c'est assez complémentaire. Je trouve que les fleurs de Bach permettent d'ancrer une séance en EMDR et de booster un petit peu. Les fleurs de Bach tout seul, ça peut aider. Le MDR tout seul, ça peut aider. Après, suivant les sensibilités des personnes, c'est toujours pareil. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles à certaines méthodes. Mais les deux ensemble, pour moi, c'est d'autant plus efficace et pertinent.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance? Parce qu'il me semble que tu proposes aussi bien en présentiel qu'en visio. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on vient te voir en présentiel et aussi en visio? Alors, en présentiel, donc j'ai d'abord mis en place ces techniques en présentiel. Moi, j'utilise du coup le MDR, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et je l'associe à des micro-inductions hypnotiques. C'est-à-dire que pendant que je fais, la personne a les yeux fermés, c'est pour ça qu'on ne le fait pas avec le mouvement des yeux, et je réalise un tapping sur les genoux en général de la personne. Et en même temps, je l'accompagne, je lui parle et alors c'est pas une hypnose qui est très profonde, mais en tout cas, j'utilise beaucoup de métaphores et de symboles pour l'aider à se centrer sur elle-même et à libérer tout ce qu'elle peut ressentir dans son corps. Avant de partir dans ce moment-là de la séance, avant on a un moment de discussion. L'idée c'est vraiment de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, de comprendre les émotions de la personne et de savoir avec ces mots ce qu'elle ressent. C'est important, c'est pas moi qui vais lui induire les mots, mais il faut que ça vienne d'elle, c'est d'autant plus efficace. Et puis surtout, on va lui demander de choisir ce qu'elle aimerait ressentir et vivre à la place. C'est comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de débrancher un système pour en rebrancher un autre. Donc autant choisir celui-là, choisir exactement ce qu'on souhaiterait ressentir dans ces conditions-là, dans quel état d'esprit, quelle émotion, tout ce qu'on voudrait mettre en place et installer une détente dans le corps qui va permettre à toutes ces émotions de prendre leur place. Donc on a un temps de discussion, d'échange pour vraiment comprendre les choses. Le moment de MDR avec l'hypnose qui prend le temps nécessaire, dans lequel on fait des fois des pauses pour voir comment ça se passe, des allers-retours. C'est un moment où parfois il y a une libération d'émotions qui est importante, avec des fois des sanglots, des fois juste des larmes, mais des fois paradoxalement des éclats de rire, mais c'est aussi comme ça qu'on peut libérer des émotions. Et puis ensuite on termine par un moment d'installation de grande détente, parce que plus le corps il est détendu, plus il peut intégrer un nouveau système. Donc ça permet vraiment de libérer toutes les tensions, vérifier que tout est ok dans toutes les parties du corps, et la séance se termine comme ça. Ce qui est important après, c'est de bien s'hydrater. Ça a deux actions. Déjà, physiologiquement, le cerveau a besoin de beaucoup d'eau. Et puis, ça permet de drainer, symboliquement d'éliminer tout système négatif dont on veut se séparer. Et il faut savoir que la fin de la séance se termine la nuit suivante. Parce que c'est pendant notre sommeil que le cerveau il range tout ce qu'on a vécu. Donc là, il va prendre ce qu'il y a à ranger de la séance et le reclasser pendant le sommeil. Donc parfois, pas toujours. Parfois les nuits peuvent être un peu agitées, il peut y avoir un peu des petites choses pas très agréables qui remontent, mais c'est justement que la séance se termine et que les choses se passent. Et dans les jours qui suivent, c'est important de prendre le temps de noter tout ce qui est positif, tout ce qu'on n'arrivait pas à faire et qui s'est libéré, de valider toutes les petites étapes de bien-être et de changement pour que ce nouveau système s'installe vraiment. Et d'un petit sillon tracé, on puisse faire une belle autoroute et que ce soit vraiment le nouveau système choisi. Donc ça c'est pour ce qui se passe en présentiel. Souvent j'aime bien revoir les gens une quinzaine de jours après pour voir où on en est. Des fois il faut une deuxième séance pareille, des fois il faut juste ancrer le nouveau système avec une séance d'hypnose plus classique. Et puis voilà, en général déjà en 2 fois on a libéré beaucoup de choses. S'il y a besoin d'un autre suivi, on partira sur autre chose, mais déjà en 2 fois on a bien avancé. Et c'est le même principe en visio, exactement les mêmes bases. Parce qu'en visio, justement, ça peut inquiéter un petit peu de ne pas voir, surtout si on t'a jamais rencontré. Voilà. À la limite, quand on a déjà vu la personne, on est des fois un peu plus à l'aise en visio, mais c'est vrai que quand on n'a jamais vu quelqu'un, ça peut être un peu délicat. On peut se demander est-ce que c'est aussi efficace, est-ce que... Alors aujourd'hui, je suis sûre qu'en termes d'efficacité, ça fonctionne pareil. Il peut y avoir des peurs et paradoxalement, il y a des gens qui préfèrent être dans leur cocon. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux, dans leur cocon et ils se sentent en sécurité.
Donc en visio, pareil, il y a le temps de discussion avant qui est quand même fondamental avec ce rapport de confiance qui se met en place, comme tu dis. Si j'ai jamais rencontré la personne, ben moi aussi j'ai besoin de savoir qui je vais accompagner, parce qu'en fait c'est pas moi qui fais le job, c'est la personne. Et puis une fois que c'est ok, le tapping, ben, c'est la personne qui va se le faire elle-même et qui va induire ce... Donc le tapping, pour montrer un petit peu, on a les genoux comme ça, voilà. Et après donc on a les yeux fermés et on va tapoter sur les genoux, c'est ça? On tapote sur les genoux. D'accord. On peut aussi le faire comme ça, sauf qu'au bout d'un moment comme ça c'est plus fatigant. On a mal aux épaules ou c'est moins confortable. Donc en général le fait de pouvoir laisser les bras tomber, les mains posées sur les cuisses, ça se met même dans la détente en fait, ça se fait tout seul. Et le rythme du tapping se fait, c'est toujours le bon rythme. C'est ok, même s'il change, même s'il ralentit, s'il repart, c'est toujours ok. Et donc de la même manière qu'en présentiel, je vais accompagner la personne à libérer ce qu'elle a libéré. Et puis on se redonne rendez-vous aussi une quinzaine de jours après, avec toujours les mêmes recommandations. Et ça c'est valable autant en présentiel qu'en distanciel. Je suis toujours joignable dans les jours qui viennent. S'il y a des questions, s'il y a un ressenti particulier, je reste complètement joignable pour accompagner les personnes entre les deux. Parce que parfois il y a besoin, juste pour rassurer. Voilà. Combien de temps dure une séance en moyenne? Alors en moyenne je compte 1 heure. Dans certains cas c'est un peu plus. Dans d'autres cas c'est plus rapide. Chez les enfants par exemple ça va beaucoup plus vite parce qu'un enfant il va libérer plus vite. Dans certains cas où c'est très précis pour la personne et il n'y a pas besoin de beaucoup discuter avant, ça va plus vite. Mais voilà, en moyenne je compte 1 heure. D'accord. Des fois ça déborde un peu, mais à peu près 1 heure. Pour résumer, en fait, c'est un peu une reprogrammation du cerveau. C'est complètement ça. On parlait tout à l'heure, dans les exemples du sport, à cheval, on se focalise sur une barre qu'on fait, en course à pied sur un chrono, ou une descente, on va tomber. Là, du coup, c'est reprogrammer le cerveau pour qu'il pense, je vais faire un sans faute, je vais faire une bonne descente et je vais faire un bon temps. Alors, ça il y a cette reprogrammation qui est liée à l'objectif, mais surtout, ce qui est important, c'est de mettre une émotion positive sur cet objectif. Parce que notre subconscient, il veut qu'on prenne du plaisir. Donc si on lui donne pour information que si on réussit cet objectif, eh ben, on sera super heureux, joyeux, détendu, etc. Ça va être porteur positivement pour nous. Alors voilà, on associe toujours une émotion positive à ce qu'on souhaite. De la réussite, du bien-être. Après, c'est là où c'est important que ce soit la personne qui choisisse ce qu'elle veut ressentir, parce que ses mots et sa perception va être vraiment plus importante que la mienne, puisque c'est elle qui vit. Oui, puis après, quand je dis réussite, par exemple, c'est pas forcément gagner un concours, gagner une course. La réussite, ça peut être de faire sa course en étant bien, de faire son parcours en étant détendu, en se sentant connecté à son cheval. Exactement, de prendre du plaisir dans ce parcours, alors qu'avant c'était un vrai calvaire, de reprendre du plaisir à courir en descente si on avait peur, voilà. C'est vraiment en fonction de la personne et en fonction de ce qu'elle souhaite. Mais l'objectif en lui-même n'est pas suffisant s'il n'y a pas une émotion, un pourquoi suffisamment important. Pourquoi je veux faire ça à tout prix en fait? Qu'est-ce que ça va m'apporter de positif pour moi? Et puis voilà. Et ça c'est important. Je voulais revenir sur quelque chose d'important aussi. Par rapport au respect des limites de la personne, je sais que ce soit toi ou moi, quand on fait des séances, on ne va jamais au-delà de ce que la personne peut donner. Donc si c'est trop pour la personne, on va pas creuser plus loin. C'est ça. Si dans une autre séance elle a besoin d'aller plus loin, mais en fait c'est son rythme à elle et ça c'est peut-être important de le préciser aussi, on n'oblige pas la personne à aller au-delà de ce qu'elle veut dire. Effectivement, ça c'est même fondamental. C'est bien de le préciser, mais je ne l'ai pas précisé parce que ça me semble juste complètement normal, mais effectivement ça reste dans un cadre bienveillant et à la vitesse de la personne et juste comme pour que ce soit le plus juste pour elle. C'est ça, je voulais insister sur le rythme de la personne parce que c'est vrai que
c'est pas toujours évident de se reconfronter à des traumatismes. Et il faut que les personnes sachent qu'elles le feront à leur rythme et que voilà, c'est ok. Complètement, mais t'as bien fait. Combien de temps on met avant d'avoir des résultats? Je suppose que ça varie énormément. Alors, ça, c'est totalement variable. Ça peut être quasi instantané. J'ai envie de dire, dans les heures qui viennent, déjà sentir une grande libération. Ça peut être important pour certaines douleurs, en particulier. Et ça peut mettre plus de temps. C'est comme si au moment de la séance, on avait planté une petite graine et qu'il fallait le temps que ça germe et que ça se mette en place et que les choses se mettent en place dans le quotidien derrière. Et là, ça peut être quelques semaines, des fois un petit peu plus. Mais ouais, c'est assez variable. Globalement, quand même, on va dire que dans les quelques jours et semaines qui suivent, il y a déjà des choses qui se passent. Et ça peut être ultra rapide aussi. Je fais un petit retour par rapport aux fleurs de bac. Quand on dit qu'il y a des choses qui se passent, c'est bien de noter parce que on ne promet pas forcément un changement radical et c'est pas magique. Et souvent on ne se rend pas forcément compte qu'il y a des choses qui ont lâché parce que c'est subtil. C'est ça. Donc c'est bien de se rappeler ce qu'on s'est dit lors d'une séance, que ce soit avec toi ou avec moi, et de comparer. Moi souvent j'aime bien leur dire une fois par semaine, essayez de faire un petit comparatif par rapport à la semaine précédente où vous en êtes aujourd'hui. Parce que ça va se faire très progressivement et peut-être que pour toi ça arrive que vraiment après une séance il y a des choses qui se débloquent et que c'est vraiment flagrant. Mais ça peut être aussi très progressif et par conséquent moins se voir. Non mais tout à fait. Et c'est en ça où j'aime bien dire aux personnes, observez dans vos journées les détails qui changent et validez-les. Faites-vous ce discours positif quand ça fonctionne, ça permet vraiment de valider le changement et d'avancer. C'est comme si on monte un escalier en fait, on ne va pas arriver en haut en un seul pas, mais on fait une marche après l'autre et il faut la valider à chaque fois. Ça permet de l'ancrer et que ce soit plus solide. C'est comme si on avait une autoroute au départ qui nous coinçait dans ce système négatif. On va changer de voie, mais on va juste, dans un premier temps, créer un petit sentier. Et plus on valide ce petit sentier, plus il va grandir, ça va devenir un chemin, puis une route. Et puis l'idée, c'est d'en faire aussi une autoroute pour que le système neuronal il passe là, maintenant, tout le temps. Et avec les fleurs de bac, on peut espérer voir des changements, on va dire, sous 3 semaines. En général, une cure longue, ça dure 3 semaines. C'est aussi le temps qu'on met souvent à avoir une nouvelle habitude. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a le timing des 3 semaines. Après, ça peut être renouvelé, adapté, parce que les émotions, elles bougent en permanence. Donc, il y a des choses qui sont ancrées, qui vont rester un moment, mais d'autres qui sont amenées à bouger. Donc on peut voir des choses se passer sous 3 semaines, mais comme toi, des fois, il peut y avoir besoin d'un rappel. On a toutes les deux essayé la pratique de l'autre. Moi, j'ai testé le MDR. Et tu vas tester les fleurs de bac. Et moi, j'ai testé les fleurs de bac. J'ai testé les fleurs de bac il y a bientôt un an. Au moment de ma reconversion. Justement, comme je vous disais, j'ai complètement cessé mon activité de chirurgien dentiste fin avril 2023 pour me consacrer pleinement à l'accompagnement. Forcément, ça faisait presque 20 ans que je faisais ça. Même si j'ai pris le temps de réfléchir, si j'étais sûre de mon choix et que ça a été un choix réfléchi, etc., forcément derrière, ça mêle beaucoup de choses. Il y a des peurs, il y a la confiance qui rentre en compte, il y a toutes les peurs liées à ce changement de travail. Et donc j'avais fait une petite séance avec Solène pour faire le point vraiment sur tout ce mélange d'émotions, qui était assez complexe d'ailleurs, que je pouvais ressentir en avril dernier. Et on était parti sur une période de 3 semaines. Oui. C'est juste préciser, même si un changement est positif, ça reste un bouleversement. C'est ça. Donc c'est pas ou tout noir ou tout blanc, ça a beau être quelque chose qui nous tient à cœur, on peut avoir justement plein d'émotions mélangées et certaines qui sont plus porteuses que d'autres.
Exactement, c'était mon cas. C'était complètement mon cas, donc du coup, ça m'a... voilà, on a pris le temps pendant la séance de bien choisir le mélange de fleurs de bac nécessaire parce qu'il n'y en avait pas qu'une, je crois qu'il y en avait 7 même dans le... On peut aller jusqu'à 7 fleurs. Il y a 38 fleurs de bac, mais dans un mélange, on peut en mettre 7 maximum. Il me semble qu'il y avait 7. et du coup, je les ai prises pendant 3 semaines et ça m'a permis un bon soutien en fait pour passer le cap et pour redémarrer. Un peu plus confiante en laissant ce que je devais laisser. Ouais, ça m'a aidé à ce que ce soit plus confortable et plus fluide pour moi à ce moment-là. T'as ressenti des effets assez rapidement, tu t'en souviens ou... J'ai ressenti les premiers effets au bout d'une bonne semaine. Ouais, en général. Voilà, ouais, une bonne semaine. Et puis après, c'est vrai que moi j'ai d'autres outils que je mets en place sur moi aussi, mais je pense que vraiment les fleurs de bac, elles sont un bon ancrage. Ouais. C'est ça. Et c'est. Voilà, donc moi je peux témoigner dans ce sens-là. Et ça m'a bien aidé pour redémarrer derrière. Tu avais bien pris le temps de chercher par les questions que tu m'as posées, justement, de nommer l'émotion pour pouvoir mettre la bonne fleur en face. Et ça, c'est ce qui n'est pas toujours simple. Parce qu'en général, on est submergé par un tas de trucs, mais pour décrypter quelle émotion, c'est pas toujours évident. Donc oui, tu avais bien pris le temps de ça. Et non, je me souviens que ça avait été assez fluide et tranquille. En plus, on était dehors assis dans l'herbe, donc c'était bien. Pour les séances, je demande toujours à la personne de choisir un lieu où elle se sent à l'aise. Si c'est dehors, c'est ok, ça peut être chez la personne, un lieu où on se sent en confiance parce que suivant les séances, il y a différentes problématiques, c'est plus ou moins léger, plus ou moins important. Mais c'est important d'être dans un lieu où on se sent bien et en confiance pour pouvoir lâcher un petit peu des choses. Exactement, et moi je suis bien assise dans l'herbe. Ça me va bien. Je me suis sentie complètement écoutée et puis le fait que ça fonctionne, c'est que c'était les bonnes émotions, donc c'est que c'était juste. Je peux juste que recommander. Forcément. Donc toi tu as eu une séance de MDR il y a quelques temps par rapport à la course à pied. J'ai regardé, c'était en juin dernier. Donc. D'accord, je me souviens plus trop. Ok. En juin dernier, et du coup, est-ce que tu te souviens pourquoi déjà t'avais... Est-ce que tu veux nous partager ? Alors oui, j'avais une problématique, un blocage sur semi-marathon à 1h40, alors que j'étais censée pouvoir être en dessous, mais c'était clairement la tête qui bloquait. J'ai fait au moins 3-4 semi-marathons à 1h40, donc à un moment donné, c'était pas 41, 42 ou 39, c'était 40 à chaque fois, donc il y avait quand même un gros blocage là-dessus. J'ai dû arrêter la compétition pendant 1 an parce qu'à un moment donné, mon corps il m'a un peu dit qu'il en avait marre. Il faut l'écouter. Donc voilà, pendant 1 an j'ai arrêté la compétition, j'ai essayé de remettre en question pas mal de choses. J'ai changé d'entraîneur avec qui ça se passe très bien, qui est à l'écoute, qui m'accepte comme je suis, avec mes failles, avec mes forces, et qui est toujours soutenant. Quoi que je fasse, qu'il y a cette phrase de dire mais même si c'est un jour où tu es moins bien, où tu fais une contre-performance entre guillemets, je sais que tu auras donné le meilleur de toi-même ce jour-là. Et ça déjà, c'est porteur, parce qu'on se dit j'ai le droit des fois de ne pas y arriver. Exactement. Et l'essentiel c'est de donner le meilleur de moi. Mais j'avais envie, quand je me suis remis à la course à pied, mon objectif c'était de repartir sur un semi-marathon et de réussir enfin à passer le cap. À passer le cap. Okay. Donc je t'ai sollicité pour réussir à passer au-delà de tout ça parce que j'avais vraiment des mécanismes de défense très ancrés et ça me bloquait à chaque fois quand je m'alignais sur une course, découragement, pas les sensations, moins bonnes qu'à l'entraînement alors que je suis compétitrice donc normalement je suis portée par la compétition. Donc je m'étais perdue en fait. Et un petit retour par rapport à ce qu'on disait sur les traumas, c'est vrai qu'il faut vraiment passer par une phase d'acceptation, accepter en fait qu'on vit un traumatisme. Parce que moi j'ai pas lâché tout de suite. Oui. Et c'est ça aussi qui m'a valu 1 an d'arrêt. C'est le temps que le processus se fasse. C'est ça. L'acceptation, c'est la clé du changement. Exactement.
c'est ça. Comment tu as vécu cette séance? Déjà, c'était en visio. Alors déjà, ce que j'ai apprécié, c'est que tu t'adaptes énormément. Moi, tous les exercices de respiration, ça me stresse. Quand on a du mal à visualiser, tu peux nous proposer de nous concentrer sur une odeur, sur un son. Donc vraiment, tu vas t'adapter à la personne parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Ça, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes canaux sensoriels prédominants. Et effectivement, souvent, on parle de la visualisation parce que la majorité des personnes sont visuelles, mais d'autres personnes sont kinesthésiques, donc ça va être des ressentis vraiment, des frissons, des ressentis de texture. D'autres personnes, ça va être plus les sons, ça va être plus l'odorat. C'est important de déculpabiliser aussi parce que quand tu dis non mais visualise, en fait je vois rien. Bon, en fait je suis pas visuelle. J'ai mis beaucoup de temps à voir, c'est peut-être ce qui m'a aidée aussi, mais c'est important. Donc déjà par rapport à ça, c'est bien parce qu'on se sent en confiance, que tu t'adaptes vraiment à nous. Après, voilà, tu es quelqu'un de très solaire, de très douce, donc c'est vrai que on est facilement en confiance avec toi et tu es pleine d'énergie et tu nous la transmets aussi dans tes séances. Même en visio. Même en visio. Donc déjà, voilà, on est en confiance, on est apaisé lors d'une séance. Après, c'est quand même assez fatigant. Il faut se rappeler de choses qui ne sont pas forcément très conformes non plus. En même temps, ça fait travailler parce qu'on doit aussi associer du coup d'autres souvenirs, d'autres choses. Donc, non, c'était assez intéressant. Et pour toi, donc du coup, tu dis que c'est fatigant. Après, ça s'est passé comment pour toi? Alors, il me semble que effectivement, la nuit d'après, sans forcément me souvenir exactement, j'avais eu un sommeil un petit peu agité. Voilà. Et du coup, oui, tu dis que toi, ça a mis du temps. Moi, les premiers effets, je les ai ressentis en octobre. Après, justement, j'avais un semi en août, donc est-ce que c'était un peu trop près? Pas forcément, c'est que c'était ton processus à toi qui a mis plus de temps. Voilà, et à ce moment-là, il y a eu un premier cap où j'ai eu une libération de certaines choses, où j'avais plus des voix négatives dans ma tête qui me rabaissaient, où je me sentais bien, où je reprenais confiance, où je me sentais solide en fait. J'avais pas peur de flancher et de dire là je vais m'écrouler, je vais pas finir ma course. Donc ça m'a bien aidée. Ok, super. Et t'as eu qu'une seule séance? Oui. En général, j'en fais au moins deux. J'ai vraiment vu des effets et puis aujourd'hui je me suis totalement débarrassée de ce combo. Exactement. J'avais aussi fait une séance de micro-kiné et justement quand le micro-kiné m'a fait la séance, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été nettoyées et je pense vraiment que la séance avec toi était pour beaucoup. Super. Ok, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Alors, pour moi c'est important de préciser que c'est un travail. On ne vend pas du rêve, un trauma ça reste un trauma, donc suivant si c'est plus ou moins ancré, ça peut prendre du temps, c'est pas forcément simple. Moi personnellement, en essayant plusieurs choses, ça a quand même pris bien 2 ans avant que ça se stabilise, que ça s'équilibre. On passe par des phases où on croit que ça y est, c'est bon, c'est derrière, et puis après on se reprend une claque et ah bah non en fait. Donc il faut l'avoir en tête, se dire c'est pas grave s'il y a des hauts et des bas, c'est comme dans toute progression en fait, on va monter, on va redescendre, on va un peu remonter et c'est normal, il faut pas s'attendre à partir de là et tout de suite arriver en haut. Je préfère mettre en garde. C'est important l'effet baguette magique, il faut l'enlever. Il y a vraiment un travail derrière comme tu dis. Moi je parle sur 2-3 séances uniquement pour un trauma, mais bien souvent il y a plein de choses à travailler autour et on peut avoir besoin d'un accompagnement qui est plus long parce qu'il y a la confiance à rebooster, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place et à travailler à côté. Mais voilà, on va dire que c'est la base pour désactiver les choses. Après il faut les ancrer, il faut remettre en place tout un comportement de vie qui est plus adapté. Et justement, plus c'est ancré, plus sans doute il va falloir du temps, plus ça aura eu le temps d'impacter d'autres domaines. Voilà.
d'autres choses sur le plan émotionnel. Donc après, il faut tout déconstruire, tout reconstruire. Exactement. Donc ça prend du temps, mais il ne faut pas se décourager. Je pense qu'il faut se fixer un objectif. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un objectif qui me tenait à cœur. Qui, quoi qu'il arrive, même quand j'étais vraiment en bas, je me disais, j'ai cet objectif. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est pourquoi je fais ça. Exactement. Donner du sens, c'est la notion de sens. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'aider les gens à redevenir acteurs de leur vie, en fait, à reprendre un petit peu, arrêter de subir le quotidien et redevenir acteur, à pouvoir être capable d'opérer des changements. Être soi-même, être capable de s'assumer pleinement, arrêter de demander pardon d'être là, mais plutôt d'être vraiment là, d'être soi-même. Et du coup, ça permet de redonner du sens. Et ça rejoint ce pourquoi. Même si l'objectif paraît au début énorme, voire insurmontable, si on y met plein d'émotions positives, si on y met vraiment un sens, comment? Je sais pas, mais on va y arriver. C'est ça. J'aime bien aussi la comparaison. Si on veut avoir la super vue en haut d'un sommet, on peut prendre des remontées mécaniques, mais pour moi, on va consommer la vue. Si on est là, qu'on y met toutes nos tripes, qu'on galère pour y arriver, pour moi, on savoure. Et en fait, ce travail sur soi, pour moi, ça permet de savourer. Et après, une fois qu'on passe au-dessus de ce trauma, bah, ça génère une force parce qu'on se dit, si on a réussi à passer ça, après... Ouais. Donc c'est pour ça vaut le coup de prendre soin de soi et de prendre du temps pour d'aller fouiller là où on n'a pas envie d'aller fouiller. Apprivoiser ces zones d'ombre, ça permet de briller davantage. Voilà. Mais voilà, il faut accepter cet effort de passer par des phases qui seront un peu moins rigolotes, mais qui permettront après d'accéder... Et d'être plus soi-même. Exactement.